RDC est une et indivisible. Et la population est répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Voilà, 3 invités sur ce plateau pour discuter premièrement de ce ticket de bureau de l'Assemblée nationale. Un petit commentaire avant de parler de la formation du gouvernement. Est-ce que l'installation va-t-elle automatiquement ou dans les heures qui suivent précéder la formation du gouvernement? 3 invités. Monsieur Pascal Ondje, bonjour, bienvenue dans Grande Tribune. Vous êtes spécialiste des questions politiques. Merci, bonjour Dan, bonjour à nos différents téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Oui. Je me réserve de présenter mes frères qui sont sur le plateau parce qu'on n'est pas au pouvoir là. Alors, honneur à moi parce que vous m'aviez confié la parole comme la première personne à pouvoir donner un point de vue, surtout en rapport avec cette élection qui va s'organiser dans quelques heures à l'Assemblée nationale. Une élection de formalité. Je dis des formalités parce que le président, le candidat président, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, questeur adjoint, il n'y a pas de concurrent. Mais au niveau de l'opposition, l'opposition, c'est rapporteur adjoint. Là, il y aura 2 parce que Mme Mounongo et Christian Moutamba. Oui. C'est à ce niveau qu'il y aura une petite élection. Le reste là, c'est une formalité, c'est déjà fait, simplement parce qu'il faut respecter la voie démocratique, sinon on allait seulement s'incliner à la décision du présidium. L'autre constat, c'est que il a fallu que le chef de l'État intervienne. Ils ont tergiversé depuis longtemps. Et vous-même, vous aviez dit, le rapport a été dressé après qu'ils aient été avec le chef de l'État. Il leur avait accordé au moins 48 heures. 48 heures, ils sont allés échanger. Ils ont pris encore beaucoup de temps. Ils ont pondu un petit rapport qui a été transmis au chef de l'État à la soirée du lundi. Et voilà, hier, il a imposé que l'élection s'organise le mercredi. Il n'y a pas besoin de faire même la campagne parce que c'est déjà fait. Voyez-vous, tirer les choses à longueur bloquerait encore la machine parce que vous savez, tant qu'on n'a pas le bureau définitif de l'Assemblée nationale, il est difficile d'avoir le gouvernement et le reste. Mais est-ce qu'on a pris en compte les demandes du chef de l'État qui dit demander qu'il y ait une représentation de la province orientale et puis la femme? Est-ce que... Je ne connais pas la dame qui questeur et questeur adjointe. Là, je crois que l'une proviendrait de la province orientale, au moins. L'équilibre semble être visible. Parce qu'on était un peu inquiet lorsque j'ai vu Antipas Mboussa Nyamouissi déposer sa candidature à la deuxième vice-présidence de l'Assemblée. Je disais, c'est pas bon parce que Vital Kamerhe provient de l'espace nord-sud Kivu. On ne peut pas avoir un deuxième membre du même espace. Et c'est autant avec l'Équateur, comme il y avait le rapporteur, on ne pouvait pas avoir alors le questeur adjoint du même espace. D'autres espaces manquaient de représentants finalement dans ce bureau. Et la question de Mbosso, vous avez suivi Bitakwira, les députés révolutionnaires qui disaient nous voulons que la Covid revienne, mais pas Mbosso. Je pense qu'on ne peut pas se déconsidérer de cette façon entre nous Congolais. Et même si il peut faillir quelque part, mais on est en politique, il s'est battu, bon, c'est son droit aussi, on ne peut pas l'en vouloir, mais pas jusqu'à nous déconsidérer de cette façon, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Mais il y a un aspect très important, très très important à souligner. Le retard. Heureusement que ça intervient aujourd'hui. De décembre jusqu'au 15 mars, le retard pouvait se justifier sur les caprices constitutionnels. Parce qu'il est dit, le gouvernement ne peut être investi que par le bureau définitif de l'Assemblée nationale lors d'une session ordinaire. Et donc, il fallait attendre maintenant la rentrée parlementaire le 15 mars. Mais du 15 mars jusqu'à aujourd'hui, le retard est justifié par les appétits politiques des acteurs. Entre autres ici, le présidium.
Et on a tergiversé, on a fait passer le temps. Parce que moi, je pensais que le 15 mars, 2-3 jours après, on aura le bureau, et puis 2-3 jours après, l'investiture du gouvernement. Mais on nous a amené jusqu'à 2 mois. La session est presque déjà à la fin. Oui, mais justement, on nous a amené jusqu'à 2 mois. Pourquoi? Parce que chacun voulait se positionner, entre autres le cas d'Mbosso, comme vous l'aviez dit, bon, le président... Est-ce que ça ne posera pas de problème, juste pour finir, ça ne posera pas de problème dans ce sens que ces députés dits révolutionnaires, pour la plupart, se sont opposés à Mbosso. Ils ont plus de 200... Je crois que le problème est déjà résolu. C'est résolu. Le problème est déjà résolu. Les linges sales se lavent en famille. Ils ont été autour du chef de l'État. On a échangé. Je pense que le problème ne se posera pas. Sinon, on aurait déjà une autre candidature. Alors qu'aujourd'hui, de l'Union sacrée, si vous allez comme candidat indépendant, ça ne passe pas. On va annuler, on va écarter ta candidature parce que tu es représenté dans une famille politique et tu ne peux pas, par après, cette fois-là, aller comme indépendant, ça ne passe pas. Donc, je crois que c'est déjà clôturé, les listes sont acceptées. Ce qui reste maintenant, c'est aller à cette formalité électorale. Et donc, que demain, déjà, on ait le bureau, 2 jours après, qu'on ait aussi le gouvernement, qu'on nous sorte le gouvernement, qu'il soit rapidement investi, pour que les choses bougent. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez bien, tous les secteurs pratiquement sont en berne. On y reviendra parce que la candidature de Vital Kamerhe, pour certains, posé problème parce qu'il aurait été, c'est la cible de cette attaque du dimanche 20 mai, une attaque politique pour certains. Merci. Maître Gédéon Kolela, votre avis. Bonjour d'abord, bienvenue dans Grande Tribune. Quelle lecture faites-vous de ce ticket qui finalement ne change pas n'a pas vraiment beaucoup changé au regard, malgré les revendications des députés révolutionnaires, mais la solution a été trouvée. Monsieur Pascal le dit. Quel est votre avis à ce sujet? Merci d'abord pour cette marque de confiance. Je me réserve aussi, comme Pascal l'a dit, parce qu'on n'a pas l'autorisation, mais lui au moins je peux les saluer. Ah, exactement. Il a été présenté et puis les souhaiter encore. Merci beaucoup. Donc la bienvenue et c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour moi plutôt de partager avec lui ces mêmes tables pour un débat républicain et responsable. Bon, la lecture, je pense, elle reste la même commémorative du passé, parce que je trouve qu'il n'y a pas grand-chose qu'on a changé là-bas, à part qu'il y avait une femme aujourd'hui. Non, il y avait déjà 2 femmes, parce que monsieur le président Bahati, il avait déjà changé à la place de son fils, qu'il avait proposé une dame qui était là, et cette dame est maintenue, qui représente l'espace Katangé, je pense. Et que aujourd'hui, il y a une autre dame qui est là, qui a remplacé aussi Madame Bemba. Madame Bemba, Caroline. Caroline. Grâce à Néma. Oui, je pense que pour moi, il n'y a pas grand-chose. Mais seulement, je voudrais dire à Pascal que ces quadratures arrière ou ces retards n'est pas tellement causé par les égos des acteurs, comme nous disons. Mais je constate aussi que le volume des contentieux électoraux constitue aussi un blocage. Comment ça? Le bureau définit les députés... oui, ça ne permet pas la célérité, de la célérité pour la mise en place des institutions. C'est plus de 2 mois qu'ils ont... Oui. Pourquoi? Parce que vous savez, beaucoup de gens oublient ça. Quelle est la dernière fois qu'on nous a pondu l'arrêt de la Cour, la dernière arrêt de la Cour? C'était au début du mois de mars, en fait. Donc, vers quinzaine plutôt, du mois de mars. Ce qui fait que, après ça, il y a eu encore cette histoire de les erreurs matérielles et tout cela. Ça a été aussi une cause. C'est pour ça que nous nous disons, il est temps de réfléchir à un système un peu beaucoup plus souple, qui doit permettre à ce que les institutions puissent se mettre en place
d'une manière possible ou avec beaucoup de célérité. Le système, vous voulez dire pourquoi pas? C'est-à-dire quoi? C'est dû à quoi? Non, c'est-à-dire que notre constitution ne permet pas qu'il y ait la célérité dans la façon de mettre en place les institutions de l'État. Mais on a connu dans le passé, le président Kabila avec le gouvernement Matata, c'était, je crois, plus ou moins 40 jours. On avait déjà un gouvernement. Non, jamais. On avait peut-être Premier ministre, mais pas un gouvernement. Donc, avec Kabila, on n'a jamais eu un Premier ministre, un gouvernement moins de 6 mois. Non, jamais moins de 6 mois. Jamais, ça n'a jamais été moins de 6 mois. Donc, tu peux vous dire Gizenga, tout cela. Oui, et d'ailleurs, il y a un problème. Moi, j'ai toujours pensé à ça pour dire que tous les gouvernements qui font de compromis ont du mal d'atteindre les objectifs. Ici, là, nous sommes dans un régime où tout est à négocier. Donc, l'article 78 vous demande de nommer un Premier ministre qui doit faire 30 jours renouvelables, informateur plutôt. Donc, il a 30 jours renouvelables, ça nous amène déjà à 60 jours. C'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de passer par ce schéma. Mais c'est ce qui s'est fait. Il peut faire moins de 30. Regardez, parce qu'il n'y a pas un parti qui est capable de gagner vie du fait que le Congo c'était une méga nation, qu'il est difficile d'avoir un parti politique ou un regroupement qui peut à lui seul avoir 251 députés. Donc la majorité plus 1. Ça pose problème à ce niveau-là. D'où il faut toujours passer par des compromis. Donc ça constitue un freinage énorme, un obstacle. Ça ne permet pas la célérité des choses. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je partage le même avis pour ceux qui pensent au changement de la Constitution. Changement de la Constitution. Pas révision. Non, là, il y a une différence. D'abord, que la différence, c'est quoi? C'est que lorsqu'on parle de la révision d'abord relève de pouvoir constituant originaire, dérivé, qui doit effectivement réviser la Constitution selon les règles fixées par la Constitution elle-même. Et ils peuvent aussi tomber dans la fraude constitutionnelle. Alors que lorsqu'on parle aussi des changements de la Constitution, on ne voudrait pas parler de table rasa. Parce qu'on ne va pas changer l'article 43, par exemple, qui parle de la gratuité. Mais il faut savoir que l'hypothèse de changement de la Constitution peut se produire soit lors de la création d'un nouveau État, ou encore lorsque nous voulons effectivement changer les régimes politiques qui entament la forme de l'État. Et c'est très important parce que quand vous lisez notre Constitution, vous trouvez que on nous dit que le Congo, c'est un État laïque. Non, nous n'avons pas la forme du Congo. D'accord, nous n'avons pas la forme de l'État. Au lieu de nous parler de la forme de l'État, on nous parle de laïcité. Alors que nous ne sommes pas des athées. Donc même là, ça pose problème parce qu'il y a des religions qui pensent qu'ils réunissent un certain nombre de pouvoirs plus que les autres. D'accord, Maître Gédéon Kolila. Pour vous, la question c'est au niveau de la Constitution. Il faut impérativement, pas la réviser, mais il faut changer carrément la Constitution, passer par référendum. Oui, et que lorsqu'on parle des changements de la Constitution, j'insiste là-dessus, ce n'est pas la table rasa, mais c'est changer les régimes politiques qui entraînera la forme de l'État. D'accord, merci beaucoup. Alors, Monsieur Bellard-Bouilly, bonjour également. Bonjour, Dan. Bienvenue dans Grande Tribune, ça fait longtemps? Ça fait longtemps, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve vous-même, Pascal Orangé, ainsi que Maître Gédéon Kolila, que j'apprécie. Vous avez la chance de nous présenter ou de nous saluer. Ah oui. Alors, votre lecture sur ce ticket, par rapport déjà avant que le chef d'État ne convoque l'Union sacrée, et après, est-ce que vous avez remarqué que le changement est tellement profond et que la famille finalement s'est mise d'accord, il n'y aura plus de tumulte?
il n'y aura plus de tumulte parce que, de toute évidence, au moment où nous parlons, logiquement, l'élection devrait être en train de se faire déjà. Donc, il n'y a plus de raison d'en douter du tout. Mais par contre, moi, je me dis toujours que quand nous sommes en démocratie, l'élection a son sens. L'élection a son importance. C'est l'élection qui permet à ce que certaines personnes, qui ne sont peut-être pas les plus qualifiées de nous tous, soient placées au poste de responsabilité pour nous diriger. Voyez-vous? Donc, ceux qu'on élit à la tête des pays ne sont pas forcément les plus qualifiés, pas les plus intelligents, pas les mieux formés de tous, non. Mais c'est ceux dont le peuple a voulu, c'est ceux que le peuple a choisi. Donc c'est le peuple qui choisit, c'est le peuple qui vous donne votre importance. Vous êtes la majorité, vous êtes de l'opposition parce que vous n'avez pas pu atteindre le plus grand nombre d'élus. Et au sein de la majorité, c'est le peuple qui donne à chacun également son importance. Le peuple qui dit, je veux que l'UDPS ait une plus grande importance au sein de cette majorité. Il donne à l'UDPS 75 députés. Il donne aux alliés de l'UDPS autres 75 députés pour faire 150. Logiquement, ça donne à l'UDPS le droit d'avoir un premier ministre, par exemple. C'est le peuple qui dit, voilà, après l'UDPS, je place l'UNC, après l'UNC, je place AAP, je place après AFDC, MLC, ainsi de suite. Le peuple ordonne tout cela par son bulletin de vote. Alors, quel est ce principe démocratique qui peut prévaloir à ce que le chef d'un petit regroupement politique qui n'a que 9 élus, je parle de Christophe Mbosonko Diapwanga, qui n'a que 9 élus, puisse prétendre être deuxième vice-président du bureau de l'Assemblée nationale, là où le MLC, qui en totalise 21-23, est exclu du bureau. C'est quel genre de démocratie ça? C'est quel principe de démocratie on est en train de respecter là? Il y a ça. Ailleurs, moi je vais parler de certains exemples auxquels j'ai pu participer. Vous connaissez un peu mon attirance pour un pays frère d'Afrique, la Côte d'Ivoire, sur lequel j'ai eu à écrire un livre d'ailleurs. J'étais là lorsqu'on a élu le dernier bureau, avant le décès du président de l'Assemblée, le regretté Amadou Soumaoro. Quand on vote le bureau de l'Assemblée nationale 2021 en mars, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Le premier jour, donc lors de la session inaugurale, le premier jour, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, évidemment, depuis l'élection, chaque député passait au secrétariat général, se faire enregistrer avec ses pièces d'identité. On vérifiait sur la liste transmise par le Conseil constitutionnel, on pointait. Mais maintenant, de façon formelle, à la première session, le jour de la session inaugurale, le premier jour, le secrétaire général prend la parole, il fait l'appel nominal, chacun répond et son mandat est validé. Chez nous, il faut qu'on crée une commission pour ça, avec un président, vice-président, rapporteur, ça vous prend un mois pour valider le mandat. Là, ça fait en quelques minutes. Tout est validé. Et dès que c'est validé, il installe le bureau provisoire et transmet au bureau provisoire les candidatures à la présidence du bureau définitif qu'il a reçu, qu'il a déjà enregistré. Le même jour, le même jour à l'instant. Inaugural. Oui. Et le président du bureau provisoire, une fois installé avec ses deux adjoints, il présente les candidatures, les urnes sont déjà préparées, installées, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de campagne, il n'y a rien, et immédiatement on passe aux élections. Le jour inaugural. Et au jour inaugural, on passe à l'élection, et le président Amadou Soumaoro a été réélu à ce poste-là, et il l'installe, il lui donne le marteau, il rentre. Soumaoro prend la parole, il fait son discours de remerciement, et puis il lève la séance. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc le bureau d'âge n'a duré qu'à peine 2h30, 3h, et l'affaire est close. Est-ce que peut-être le règlement intérieur chez eux, peut-être il est beaucoup plus souple que chez nous? Oui, je vais arriver au règlement intérieur. Le jour qui suit, le mardi, parce que là c'était un lundi, le mardi qui suit, le président réunit tous les groupes parlementaires. Donc tous les partis pu former leur groupe parlementaire, le président les réunit.
on fait un simple calcul de pourcentage, ça veut dire les proportions. Nous avons tous étudié ça à l'école primaire, je crois en 5e primaire, les enfants savent calculer les pourcentages. C'est-à-dire que le règlement intérieur de l'Assemblée de Côte d'Ivoire dit la même chose que celui de la RDC. C'est-à-dire que le bureau définitif doit être conforme à la structure de l'Assemblée nationale elle-même. C'est-à-dire quoi? Si l'UDPS détient 10% de l'ensemble de l'Assemblée nationale, elle doit avoir 10% au sein du bureau. C'est ce qui dit les deux assemblées. Les deux textes, c'est vraiment pareil. Alors, chacun se réunit, on fait les calculs, on fait les proportions, on voit la représentativité de tout un chacun, et on donne à chacun le poste. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens très bien, comme le RHDP du président Ouattara est surmajoritaire, comme ils ont 12 vice-présidents là-bas, 12 vice-présidents et 3 questeurs, on a réparti les 12 vice-présidents. Le RHDP de Ouattara, on lui a donné 8 vice-présidents. Et le PDCI du président Henri Konan Bédié, il a eu 3. Et le EDS, c'est le groupe de Laurent Gbagbo, il a eu 1. Et sur les 3 questeurs, le RHDP de Ouattara a eu 2. Et le PDCI de Bédié a eu 1. Et puis chacun va désigner ces gens. Et le mercredi, on se retrouve, on élit la suite du bureau définitif. Et l'affaire est close, on passe à autre chose. Chez nous, il nous faut 3 mois pour ça. Il faut 3 mois pour ça. Donc je crois que ce genre d'assemblée où chaque nouvelle année, il faut faire un nouveau règlement intérieur. C'est déjà un non-sens absolu. C'est comme si un gouvernement, chaque fois qu'il arrive, il fait une nouvelle constitution avant d'entrer en fonction. Ça n'a aucun sens. Et là, j'aimerais insister, ça n'a absolument rien à voir avec la constitution. C'est une question de pratique politique que nous devons intérioriser. Abandonner avec cette tradition de lenteur qui ne se justifie en rien. Et j'aimerais dire à notre frère, Maître Kolela, que la Constitution n'explique pas tous ces retards que nous enregistrons. Kabila a nommé Matata Ponyo Premier ministre le 19 avril 2012. Le 19 avril 2012. Matata a formé son gouvernement le 28 avril 2012. Chacun peut vérifier, c'est-à-dire dans 9 jours. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la Constitution. Donc la Constitution n'y est pour rien dans ce que nous avons tous. En tout cas, la Constitution n'a absolument rien à voir. Vous voyez au Sénégal, déterminer la majorité, par exemple. Non. Qui ne sait pas où est la majorité? Vous savez, notre président de la République est proclamé président, bon, disons qu'il prête serment le 20 janvier. 7 jours après la proclamation des résultats des élections législatives. Ça veut dire que quand il prête serment, il est au courant de la composition de l'Assemblée nationale. Il sait qui est majoritaire. Il pouvait nommer son Premier ministre le jour qui suivait. Bassirou Diomaye Faye a prêté serment le 2 avril au Sénégal. Le régime est quand même un peu... Non. J'ai entendu les gens dire que le Sénégal a un régime présidentiel. C'est faux. C'est faux. Le Sénégal n'a pas un régime présidentiel. Si vous lisez Maurice Duverger, qui a théorisé ces différentes sortes de régimes politiques, le Sénégal a un régime parlementaire, semi-présidentiel. À partir du moment où il met en place les 2 caractéristiques du régime présidentiel, ça veut dire un président élu au suffrage universel et parlementaire, avec un premier ministre, chef du gouvernement, et qui est responsable aussi devant l'Assemblée nationale, c'est un régime semi-présidentiel. Diomaye Faye est élu le 2. C'est semi-présidentiel. Le semi-présidentiel. Diomaye Faye est élu le 2 avril. Le même 2 avril au soir, il nomme Ousmane Sonko Premier ministre. Et le lendemain, le 3, Ousmane Sonko forme son gouvernement. Voilà. Ça ne s'explique pas chez nous. Donc c'est chez nous le président de la République qui connaissait la composition de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. 7 jours avant sa prestation de serment, pouvait nommer Judith Soumine au Premier ministre le même jour parce que c'est sa ministre. Le 20 janvier. Il l'a connu, il savait que je la nommerai. Il pouvait le faire dès le même jour. Le 20 ça changeait, bien sûr. Merci beaucoup. Oui, il est vrai que le président pouvait nommer le Premier ministre le jour suivant. Il est vrai que le bureau d'âge sur les 3 missions prioritaires pouvait aussi faire le travail dans un laps de temps, 1 semaine, 2 semaines, et puis terminer. Mais il est aussi vrai que la Constitution pose problème pour que son Premier ministre, qui pouvait même être nommé 2 jours après l'investiture du chef de l'État, pour qu'il entre en action, pour que son gouvernement soit investi. La Constitution dit le gouvernement sera investi
par le bureau définitif de l'Assemblée nationale lors d'une session ordinaire. La session ordinaire, c'est quand? C'est le 15 mars qu'elle s'ouvre. Elle se ferme le 15 décembre. Le malheur avec nous, c'est que nous organisons les élections en décembre. Nous avons les élus qui n'auront la session ordinaire que le 15 mars. Et entre-temps, le président prête serment. Il peut nommer son Premier ministre le jour suivant. Et son Premier ministre ne saura présenter son gouvernement que lorsque cette Assemblée aura organisé une session ordinaire. C'est là que ça crée le retard. Si par exemple, parce que j'ai toujours fait des propositions, on organise, si par exemple on dit on n'organise plus les élections, notre élection en décembre, mais plutôt en février par exemple, février vous avez l'élection, mars 15 c'est la rentrée parlementaire, c'est l'ouverture de la session ordinaire, et là facilement nous partons. Voyez-vous, nous organisons l'élection, les élections à la fermeture de la session. Et il faut attendre 3 mois pour avoir une autre ouverture. Et c'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Même le confrère a parlé de Matata, c'est le 15 avril. Le 15 avril, c'est après combien de temps? L'élection organisée en décembre. Et on a attendu jusqu'au 15 avril pour nommer Matata Premier ministre. Qui a expédié les affaires courantes en son temps? C'est Koya Diallo, qui était vice-premier ministre au PTNTIC. Et il a eu au moins 2, 3, 4 mois d'intérim. Mais est-ce qu'il... Ce qui est aberrant en fait. Donc, il y a un problème constitutionnel dans le cadre ici pour l'investiture du gouvernement. Mais je suis très d'accord avec le confrère lorsque nous abordons, en tout cas, les missions du bureau d'âge. En toute réalité, dans une semaine, on peut tout terminer. Mais on tire à longueur parce qu'on doit bénéficier de ceci, on doit avoir ceci, le règlement intérieur. Bon, hier, bon, qui a été hier là? C'est les députés nationaux, non? Mais vous revenez aujourd'hui, vous devez encore mettre en cause le règlement intérieur. Finalement, c'est quoi? Mais à quel niveau il faut changer la Constitution? Parce que... Est-ce qu'il faut... À quel niveau la Constitution pose problème? Non, à plusieurs niveaux. Oui. Là, c'est un aspect que nous évoquons. Il y a d'autres aspects également, n'est-ce pas? Mais c'est lorsqu'on gère l'État qu'on détecte ces impairs-là. Dans tel secteur, si au moins la Constitution était souple à ces sources-là, on avancerait. C'est une lecture globale de la gestion qui peut pousser finalement les dirigeants d'un certain moment, d'une certaine époque, de pouvoir prendre l'initiative du changement de la Constitution. Mais souvent, le débat s'engage sur le changement ou révision. La révision, le problème ne se poserait plus. On ne peut pas engager le débat parce que nous l'avons déjà fait. 2011, on a fait la révision de la Constitution. Si on veut encore faire la révision de la Constitution, on ne peut pas engager le débat parce que nous l'avons déjà fait. Quand on constate qu'ici, il y a quelque chose à arranger, nous arrangeons, on doit le faire. Peut-être dans les dispositions intangibles. Et là, ça nous pousse à parler du changement de la Constitution. À quel niveau? Par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait, sur quoi on devrait toucher dans les dispositions intangibles comme Non, dispositions intangibles, là, je ne sais pas parce que le mandat, non, je crois que là, c'est le vrai débat. Le vrai débat. Et je ne veux pas parler de ça, mais je pense que pour d'autres dispositions, on peut réviser la Constitution. Ça ne peut pas changer parce que réviser... Non. Moi, je parle de la révision. Pas du changement. De la révision de la Constitution, dans les dispositions qui semblent ne pas être souples. On peut les rendre souples pour qu'on fasse avancer le pays. Merci, Monsieur Pascal Ondje. Alors, Maître Kolela, vous qui parlez du changement de la Constitution, vous visez quel article particulièrement et ça changerait quoi dans la donne, dans l'évolution du fonctionnement des institutions? D'abord, je remercie tous les deux co-débatteurs pour la hauteur. Mais je voudrais quand même... Il a toujours été comme ça. Ouais. Mais j'ai fait un bon casting. Je voudrais quand même qu'on puisse dissiper malentendu par rapport à cet obstacle. Je commençais par parler d'abord des volumes des contentieux. Vous n'allez pas me dire qu'au Sénégal, il y avait 28 000 candidats, avec 5 000 magistrats pour pour le territoire national. Alors que nous avons maintenant un problème parce que les juges naturels de contentieux, c'est les juges constitutionnels. Et ils sont qu'au nombre de 9. Vous n'allez pas me dire qu'ils peuvent vraiment traiter donc, tous les dossiers là dans un mois.
C'est pour ça qu'il fallait me comprendre très bien quand je parle des volumes des contentieux électoraux. Donc ça pose énormément de problèmes. Ça, c'est un aspect. Oui, c'est un aspect qui demande à ce que nous puissions réfléchir. Comment avoir un système qui va nous amener un peu dans la célérité, parce que nous tous, nous voulons gagner du temps. Alors, Pascal a dit quelque chose, je vais juste compléter. N'oublions pas, si réellement, je n'ai pas encore lu la constitution de Côte d'Ivoire, telle que vous avez dit, mais je doute fort s'ils sont dans la même constitution que nous, parce que ici, c'est clair que le gouvernement est l'émanation du Parlement. On ne parle même pas de l'Assemblée nationale, mais on parle du Parlement. C'est-à-dire que les deux chambres réunies. Et vous ne pouvez pas effectivement avoir un gouvernement sans qu'il y ait au préalable l'installation des deux chambres. Chambre basse et la chambre haute. Parce que c'est l'émanation du Parlement. Et puis, si effectivement nous sommes dans semi-présidentiel au niveau de Côte d'Ivoire, c'est qu'effectivement on a violé la Constitution. Je parlais plutôt du Sénégal. Et du Sénégal plutôt, Sénégal. Et si on a violé la Constitution. Parce que je ne comprends pas que si effectivement c'est le gouvernement, si le gouvernement est l'émanation du Parlement, et qu'on peut effectivement avoir le gouvernement sans que le Parlement soit installé. Il y a la dichotomie entre la réalité et la Constitution. Est-ce que la Constitution du Sénégal impose que le gouvernement soit nécessairement installé par le bureau définitif? Oui, mais comment? Est-ce que le problème, est-ce que vous avez compris ce que Pascal dit? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Soubine est nommé Premier ministre. Mais il ne peut pas engager l'État. Il ne peut pas engager le gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est le bureau définitif qui doit l'investir. Il doit présenter le programme. Et si ce programme n'est pas accepté, Soumina ne sera pas investi. Là, vous n'êtes pas encore dans le débat du changement de la Constitution. Non, là, je ne suis pas dans... Oui, je suis en train de rencontrer confrère, mon frère là. C'est pour vous dire que il y a un problème. Non, moi j'ai parlé bien. Je vous ai dit que l'hypothèse de changement de la Constitution, ce n'est pas faire la table rasa. Non. Ici, lorsqu'on parle de changement de la Constitution, pour ceux qui ont fait de bonnes études, ils savent que c'est l'effondrement complet ou total des régimes politiques. Ou soit on est dans les semi-présidentiels, ou on est dans le présidentiel direct ou indirect, comme c'est au niveau de l'Angola, vous avez l'Afrique du Sud. Et là, le président peut nommer le Premier ministre par une décision unilatérale, sans pourtant consulter le Parlement. C'est ce que vous souhaitez? C'est ce que vous proposez? Non, je le souhaite parce que nous tous, aujourd'hui, vous savez, vous parlez ici, il y a un problème. Il y a toujours ces combats. Bon, je ne sais pas si je vais appeler les combats, mais la politique, lui, il a fait la science politique. La politique est dynamique, mais la formule des droits est statique. C'est pour ça qu'il faut toujours des règles adaptées à la situation. Regardez, c'est vrai, je suis pour qu'on ne puisse pas changer les règlements intérieurs à chaque fois. Mais s'il y a un fait politique qui a évolué, qu'est-ce que nous allons faire? Le problème ici, c'est que, parce qu'eux, ils veulent changer le tout. On ne doit pas changer le tout. J'étais content autrefois. Est-ce que le contexte nous permet-il de faire tout ça, faire un référendum? Non, c'est-à-dire qu'on a exagéré. Ils ont un peu exagéré. C'est-à-dire qu'il y a toujours des dispositions qu'il faut adapter. Mais par le changement. Donc, pardon? Par le changement, bien sûr. Je parle des règlements. Il a évoqué les cas des règlements intérieurs. Ouais. Donc, il y a des dispositions qu'on peut changer. Par exemple, on trouve les problèmes des cumuls de fonctions. Ou encore des néopotismes qu'on constate aujourd'hui. Parce que le néopotisme se manifeste dans plusieurs manières. Où vous voyez, par exemple, Maman Fifi Masuka, qui a été élue comme
député national, où il laisse son fils. Au Sénat, il laisse son neveu. Au niveau de là, il y a encore son fils. Et au niveau communal. Donc, vous voyez tout cela, il y a quand même des moyens de faire quoi? De faire adapter parce que le pays n'appartient pas à une famille. Alors, mais pour le faire, ça ne demande pas que vous puissiez faire la table rase, envoyer encore toutes les dispositions au niveau de la Cour constitutionnelle, qu'on puisse voir disposition par disposition, article par article. Ça nous prend du temps pour rien. Donc là, je suis d'accord. Mais le problème ici, il faut savoir aussi que même la loi électorale, ça ne doit pas être qu'à chaque année qu'on puisse avoir une nouvelle loi électorale. Non, c'est vrai qu'il y a les dynamismes politiques qui peuvent faire en sorte que nous puissions adapter certaines dispositions parce que la loi, c'est une expression de la volonté de la société. Il faut effectivement, comme aujourd'hui, c'est tout le monde qui vous dit, ça nous prend beaucoup de temps. Est-ce que nous devons garder ces régimes politiques? Non, nous devons les changer. Et lorsqu'on parle, c'est ça la crainte. Ici, lorsqu'on parle, je vous ai expliqué bien dans des termes juridiques. Pour dire, quand on parle d'effondrement complet des régimes politiques, ne voudrait pas dire nécessairement qu'il faut changer le nombre de mandats. Non. Si c'est le nom de Tshisekedi qui énerve, on va dire que non, les Tshisekedi ou Kabila, parce qu'ils ont déjà fait leurs mandats, donc ils peuvent passer. Mais voilà, ici nous avons la difficulté. Pourquoi on a peur? Il n'y a pas une loi qui peut rester d'une manière permanente. Cette constitution a montré ses limites. Il y a même plusieurs articles qui ne correspondent pas. Comment, je vais citer par là, comment vous pouvez accepter l'article 217 qui dit qu'au nom de l'Union africaine, le Congo peut céder une partie de sa souveraineté. Mais nous avons un problème politique qu'on peut nous opposer aujourd'hui par les gens qui cherchent à se déterminer. Merci beaucoup, Maître Gédéon Collé. La question du changement des textes, on a compris, règlement de l'Assemblée nationale, loi électorale, constitution, non, mais tout ça. La loi électorale peut faire l'exception parce que son débat, généralement, c'est 3-4 ans après. Voyez-vous? Et entre-temps, il y a beaucoup d'autres réalités parce que le temps est long. Qui s'opposent, oui. Mais le règlement intérieur, le problème c'est que ils sont là permanents. Chaque année. Oui. Ils sont permanents. Et le changement n'est que de 2 jours. Non, ce n'est pas chaque année, c'est aussi 5 ans. Non, 5 ans, oui, mais ils sont là avec cette loi. Les députés restent avec cette loi pendant 5 ans. Mais le changement, c'est 1 jour seulement, et puis les autres reviennent, puis mettent en cause. Même s'ils peuvent toucher une disposition, mais ils ne peuvent pas prendre 2 jours et 2 jours pour le règlement intérieur. Ce n'est pas normal. Et là, ça crée vraiment un retard. Pascal, même avec la loi électorale, on reste avec ça à chaque fois. Merci. Alors, Monsieur Belarbouy, parce qu'on est en train de chercher des solutions à ce que tout le monde qualifie de blocage. Ilunkamba, c'était au mois d'août qu'on a eu le gouvernement Ilunkamba. Là, on a eu presque au mois de juin. On est dans les mêmes, plus ou moins les mêmes configurations. L'année, pour certains pensent que l'année du chef de l'État, cette année déjà, 2024, elle est perdue. Elle est perdue déjà les temps que le gouvernement soit investi, que les cabinets de certains ministres soient constitués, qu'ils prennent possession des dossiers. Donc, l'année s'en va. C'est déjà la session de septembre qui s'ouvre avec les provisions pour l'année 2025. Les solutions durables pour qu'on ne tombe pas souvent dans ce retard de l'installation des institutions étatiques. Comment trouver cette solution-là? Bien, d'abord, la première chose, c'est que nous devons nous départir de cette tradition des lenteurs qui nous colle à la peau. C'est déjà ça, avant de regarder le texte, voyons-nous nous-mêmes déjà au départ. Nous avons cette tradition de lenteur. Nous pensons avoir vraiment le temps à perdre en payant 2 premiers ministres, en payant 2 cortèges de premiers ministres pendant 2 mois. Ça semble ne pas trop nous affecter. Tous les 2 sont payés. Oui, je vais vous donner un petit exemple. Les gouverneurs de province ont été élus depuis le 29 avril. La plupart des cours d'appel au niveau des provinces ont déjà confirmé l'élection de plusieurs gouverneurs de province. Il faut donc, il y a cette incongruité qui fait que le président vienne investir le gouverneur élu. 15 jours après. Ça vient de Kabila, ça, c'est pas pour quelles raisons. C'est une des choses qu'il faut sortir de la Constitution. Eh bien, ces gouverneurs ont déjà été confirmés.
le président attend quoi pour les investir? Vous allez voir combien de temps ça va prendre pour que le gouverneur entre en fonction. Des contentieux. Non, quand les cours d'appel ont déjà confirmé, le contentieux a pris fin. Non, mais il y a des dossiers qui se trouvent devant le Conseil d'État. Non. Oui, mais... vous savez aussi, quand nous faisons les choses bien, il y a moins de contentieux. Parfois, quand on a des contentieux, c'est parce que nous faisons tellement mal les choses. Maître Kolela parlait de 28 000 cas de contentieux. Non, au Sénégal, il n'y a pas 28 000 cas de contentieux. Aux dernières législatives, il n'y a même pas eu de contentieux. Personne ne se plaint. Mais nous, par rapport au Sénégal, on dira que le Sénégal a une dimension réduite par rapport à nous. Une population moindre par rapport à nous, c'est vrai. Mais nous avons un avantage que le Sénégal n'a pas. Nous avons la machine à voter. Nous avons la machine à voter. Ceux qui ne connaissent pas en quoi consistent nos machines à voter doivent savoir ceci. Ça veut dire que quand j'entre dans mon bureau de vote, je choisis de voter pour Dan. La machine enregistre. Dès qu'on la ferme, elle transmet son résultat électroniquement au centre de compilation régional, provincial, automatiquement. Dès que le centre régional a reçu toutes les données qui sont codées, elle les transmet aussi automatiquement à la centrale de Kinshasa. Donc ça vient de partout, ça rentre à la centrale de Kinshasa. Ils ont un code pour décoder, pouvoir voir les chiffres qui leur sont arrivés. Ça veut dire qu'avec certains logiciels adaptés, on a les résultats le même soir. Et de la présidentielle et de la députation, le même soir. Par la machine, c'est un robot. Quand c'est 6, c'est 6. Et il n'y ajoute pas un 0. Non. S'il y a des contentieux et qu'on arrive, comme ça a été le cas dernièrement, à repêcher, à valider, à invalider une cinquantaine de députés. 80. Non, pas les invalidés de fraude là. Non. Okay. Le contentieux de la Cour constitutionnelle, c'était une cinquantaine de députés qui avaient été proclamés élus par la CENI, que la Cour constitutionnelle a invalidé pour mettre... Dans le fond... Ça veut dire quoi? Il n'y a pas eu grand changement en termes Non, il y a eu une cinquantaine, c'est trop. Non, en termes de modification de la majorité. Ça ne bouge pas. Non, ça ne bouge pas. Mais quand même, ça montre que notre système de centrale électorale est très fautif. Si vous prenez les cinquantaines que la Cour constitutionnelle a invalidées, plus le 82 qui avait déjà été invalidé pour fraude, ça vous fait autour de 130 sur 500. C'est énorme. C'est énorme. La machine est un robot. Ça veut dire que quand elle dit Dan a eu 10, elle transmet à la centrale, les 10 de Dan apparaissent. Si demain, Pascal va se plaindre contre Dan, on trouve que Dan, au lieu de 10, il avait déjà 100, c'est qu'un être humain est allé ajouter un 0 au 10 de Dan. Et qui est cet humain qui est allé mettre là? Il n'y a jamais aucune sanction contre les gens de la CENI suite aux malversations frauduleuses qu'ils ont commises. Il n'y en a pas. Donc la machine électorale est un robot. C'est un avantage que nous avons sur beaucoup de pays, qui peut nous permettre d'avoir ces résultats le même jour au soir. Le même jour au soir. Dans le 20, on vote le 20, le 20 au soir. Le même au soir, on a les résultats parce que la machine ne réfléchit pas. C'est 26, elle transmet. Et les logiciels additionnent automatiquement. Vous voyez? Donc, il y a donc cette tradition de lenteur de laquelle nous devons d'abord sortir. Nous sommes trop lents, trop mous, tout ça. Ensuite, il y a certains textes. Il y a certains textes qu'on peut modifier. Pas changer la Constitution, non. On peut juste changer certains textes. Dans la Constitution. Dans la Constitution, bien sûr, elle est humaine. Oui, sans toucher aux dispositions intangibles sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord en tant que pacte républicain au niveau de Sun City et de la transition 10-1+4. Pascal a évoqué quelque chose de particulièrement important. Pour notre Constitution, ici, nous nous sommes inspirés globalement du modèle institutionnel français. C'est le général Charles de Gaulle, après son retour au pouvoir en 1958, qui a pensé pouvoir doter la France d'un président qui était élu au suffrage universel direct, sans pourtant installer un régime présidentialiste fort, non. Mais le combiner avec le côté parlementaire du système. C'est le général de Gaulle. C'est ce que nous avons recopié. Alors, nous pouvons aussi nous inspirer d'une certaine pratique politique de ce pays dont nous nous sommes inspirés. Donc, par exemple, cette disposition qui conditionne forcément l'entrée en fonction du gouvernement par l'investiture au niveau de l'Assemblée nationale. On peut supprimer ça. Non, on peut
supprimer une telle disposition. On peut juste dire que le gouvernement, une fois constitué, se présentera à l'Assemblée nationale pour solliciter la confiance. Mais entre-temps, il se met au travail. Mais pas le bureau d'âge, c'est pas un problème. Il peut déjà entrer en fonction. Parce que qu'est-ce qui se passe en France? On perd le temps, franchement. Qu'est-ce qui se passe en France? Pour ceux qui sont férus de politique française comme nous autres ici, qui suivons ça depuis notre tendre adolescence, moi, je vois comment ça se passe. Je vois encore quand Balladur est désigné Premier ministre à l'issue des élections législatives de 1993. Les élections ont eu lieu le dimanche, le lundi au soir. Mitterrand reconnaît la défaite de son camp. Il nomme Balladur, député de Paris, Premier ministre. Le lendemain matin, Balladur se rend à la présidence, salue le président, il le remercie. Et de la présidence, il va à la primature faire la remise de reprise. Il s'installe dans ses bureaux et c'est à partir de ces bureaux qu'il fait la consultation. Il doit consulter les gens du RPR, son propre parti, mais aussi de l'UDF, qui est une confédération, avec le parti radical valoisien d'un côté, les partis républicains de l'autre côté, la CDS de l'autre. Donc, il y a beaucoup de demandes qui vont dans tous les sens. Il travaille sur toutes les histoires qui ne sont pas toujours très faciles à faire. Là, dès qu'il est 18h, il fait son gouvernement. Et le lendemain, dès le matin, tout le monde commence à faire les remises et reprises. Et après-midi, première réunion du Conseil des ministres. C'est comme ça que ça se présente. Et une fois déjà après le Conseil des ministres, on se retrouve avec tous les ministres, chacun dans le programme du gouvernement, chacun dans les éléments de ce qu'il veut faire. Et on va maintenant se présenter à l'Assemblée nationale pour solliciter la confiance. Vous voyez, il y a une incongruité quelque part. Chez nous, on dit au Premier ministre, il doit se présenter, pour entrer en fonction, il doit se présenter à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire qu'il n'a pas encore de ministre en activité. Le discours qu'il va présenter là, ça lui vient d'où? Donc, les ministres, il est fait par des ministres qui ne sont pas encore maîtres de leur secteur. Ce discours-là lui vient d'où? Voilà pourquoi on se retrouve avec des premiers ministres qui vont à l'Assemblée, qui va dire j'instaure la gratuité de la maternité, vous allez mettre au monde gratuitement. Alors que son ministre de la Santé n'était même pas nommé quand il a fait ce discours-là. On se retrouve dans des cas comme ça qui sont des incongruités parfaites. La Constitution, il faut toucher un peu. Hein? Toutes les constitutions du monde, on les retouche. D'accord. Sauf que chez nous, il y a des dispositions qui sont intangibles, auxquelles on ne doit pas toucher. La durée du mandat, la forme républicaine de l'État, et tout le reste. Voilà. Merci. Mais moi, je veux provoquer un débat. Peut-être qu'on peut l'engager prochainement. Quelle est la forme de l'État? On peut prendre le rendez-vous autre jour. J'ai produit une réflexion, je suis parti de l'expérience depuis que nous avons commencé à organiser les élections. Le mandat, c'est de 5 ans. Mais les 5 ans en question, la personne élue n'exerce pas son mandat pendant 5 ans. Il y a une année, des contestations, des embrouilles, comme nous le disons là, et le temps passe. La dernière année, c'est les préparatifs électoraux, ou sinon électoraux. Et quand vous faites l'analyse sur 5 ans, il travaille pendant 3 ans. Et la deuxième expérience, c'est que la même personne élue au premier mandat, au niveau président, il bénéficie toujours d'un deuxième mandat. Alors, Pascal, j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire, du coup, un mandat de 10 ans non renouvelable? Et sur les 10 ans-là, celui qui est élu va bénéficier de 8 ans, parce qu'on perd une année, on perd une autre année. 8 ans, il travaille. Parce que sur les 10 ans, dans le système actuel, nous perdons 4 ans. Des contestations. Des contestations, 4 ans, parce qu'il faut multiplier par 2. 4 ans, et la personne qui est élue ne travaille que pendant 6 ans. Pour les 2 mandats. J'aimais cette idée, peut-être que le temps va nous faire défaut, on peut prendre un autre jour, qu'on en débatte sur de telles questions, qu'on réfléchisse, parce que si on trouve solution à cette question, les dispositions intangibles de la Constitution seront obligées d'être touchées, et à ce moment-là, on ne parlera pas de la révision de la Constitution, nous allons parler carrément du changement de la Constitution. Merci beaucoup, M. Pascal. Il aime des choses comme ça. C'est une idée. C'est une idée. En fait, sur le plan vraiment intellectuel, c'est une production d'idées qui est vraiment à saluer. On peut en débattre. Il y a des pays dans le monde où la durée du mandat du président est assez longue et le mandat là est unique. Je crois que c'est le cas de l'Indonésie, peut-être le Mexique aussi, je crois, si j'ai bonne mémoire. Donc, ça peut se faire aussi. Mais bien, je crois que pourquoi aller vers ça, ça sortit une opinion. Pourquoi aller vers cela, alors que nous avons des présidents sur ce continent africain
qui, dans leurs 5 mandats, suivi d'autres 5 mandats, ont fait tellement de choses. Je prends le cas d'Alassane Dramane Ouattara, dont le bilan de 10 ans est énormément salué et vraiment très parlant. Peut-être parce qu'ils ne perdent pas les années que nous perdons ici. Nous pouvons nous inspirer de chez eux quel est leur modèle institutionnel, que dit-il, qu'est-ce qui fait que lui il entre directement en action, qu'est-ce qui fait que directement il ne perd pas, ils ont une année électorale à la fin, mais il sait quand même garder la main sur la gestion du pays en attendant les élections. On peut s'inspirer d'eux par exemple, sans avoir à toucher nos dispositions intangibles. Ça reste, la question reste posée. Mais donc là, je sais que vous voulez... Il a pris la parole 2 fois, je remarque. Non, il a... Non, ça, ce sont des ajustements. Des ajustements structurels. Oui, bon, ici... On doit prendre le deuxième sujet aussi. Je voudrais quand même rebondir. Nous devons faire très attention parce que chaque mot a un concept et chaque concept a un contenu. Lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle, il faut dire que les prérogatives de modifier, si vous voulez, relèvent du pouvoir donc constituant dérivé. Et simplement le Parlement, c'est plus facile, les députés nationaux. Donc, le Parlement peut modifier selon les aspirations profondes du chef qui est là. Et on tombe dans les cas de fraude constitutionnelle comme c'était le cas de 2011. Parce qu'ici, on voudrait juste renforcer le pouvoir de Kabila, aussi faire en sorte que Tshisekedi ne puisse pas avoir la possibilité de composer avec d'autres partis, pour que les suffrages soient organisés à un seul tour. C'était une fraude à la Constitution. Voilà pourquoi, souvent quand on parle de la révision constitutionnelle, il y a beaucoup plus de dangers, parce que ceux qui sont au pouvoir ont toujours tendance de se maintenir dans ce pouvoir-là. Alors, aujourd'hui, vous savez qu'il y a des gens qui nient qu'ils étaient eux-mêmes les initiateurs de cette idée. Et aujourd'hui, il y a ce problème-là. Regardez, depuis 2011, il n'y a aucun président qui a été effectivement élu par la majorité des Congolais. Il y a eu combien de votants? Ici, Tshisekedi a gagné. C'est avec 11 millions de personnes. Alors que nous sommes dans un pays de 100 et quelques millions. D'accord, nous de la population. Vous prêchez vraiment pour la révision. Pourquoi je parle? Les gens ont peur des mots pour rien. J'ai parlé ici de... Donc, ici, lorsqu'on parle de changement de la Constitution, on ne peut pas parler de table rasa. Je dois dire combien de fois? On veut juste dire que notre régime politique est tellement lourd, ça ne nous permet pas, des choses d'aller d'une manière que nous voulons, de cette célérité-là. Et aussi, il y a un problème aussi des formes de l'État. Alors, parce que vous voulez qu'on aille loin, lorsqu'on parle de pouvoir primaire, parce qu'ici, nous ne sommes pas dans les systèmes de l'octroi, ou ni de convention, qui est le contrat par passation. Nous avons des systèmes de publicistes. Donc, lorsqu'on publicite le projet de constitution, c'est parce qu'on sait qu'il y a le pouvoir primaire, c'est le pouvoir du peuple, c'est au peuple de voter. Maintenant, vous dites, vous pouvez limiter aujourd'hui parler de 5 ans. Il a proposé de 10 ans. Mais c'est le peuple qui a le dernier mot pour dire non. Nous voulons les 10 ans, ou nous voulons les 5 ans, ou encore 7 ans. À ce moment, vous allez dire qu'il y a des dispositions intangibles. Parce que l'article 5 reconnaît que le pouvoir est du peuple. Donc c'est pour ça que, comme il a dit, c'est un débat qui demande à ce que nous puissions dépasser nos sentiments, nos aspirations profondes et personnelles, et ne pas voir l'intérêt personnel, et voir aussi des réalités en place. Parce que c'est qu'il dit ici, quand on fait des calculs, on voit que c'est 3 ans. Est-ce que ça permet qu'un président dans 3 ans? Et il ne faut pas comparer aussi des pays. Parce que nous sommes, le Congo, à combien de kilomètres carrés? Vous n'allez pas comparer avec Côte d'Ivoire, vous n'allez pas comparer avec Sénégal. D'accord. Aujourd'hui, la forme de l'État, vous avez dit, il faut ça aussi. La forme, ce n'est pas normal. Donc on dit, nous avons quelle forme? Tout est sémi. Nous sommes dans quelle forme? Merci. Lisez la loi sur les libres administration. Vous allez voir qu'il y a à boire à manger.
Merci beaucoup. Je termine. Il a soulevé quelque chose ici. Alors là, vous avez fini toutes vos minutes. Nous ne pouvons pas tomber parce que même la Constitution laisse l'ouverture. Seront les principes fondamentaux de l'élaboration de la Constitution. La Constitution doit tenir compte aussi de leurs coutumes. Et chez nous, ça n'existe pas. Donc on aura le temps peut-être de parler de ça et qu'on n'a pas tenu compte, on a copié. Donc, de A à Z, et ça nous pose problème aujourd'hui. Par contre, merci il y a quand même, si tu permets juste 2 minutes seulement, il a évoqué un autre point qui a fait beaucoup fureur dans les réseaux sociaux de notre pays, concernant l'article 217, je crois, qui dit que pour la constitution de l'unité africaine, le Congo peut arriver à céder une partie de sa souveraineté. Même 215 aussi, parce que les traités internationaux signés à l'international ont une prédominance sur nos lois. Et donc 215 aussi. Bon, là quand même c'est bien parce qu'il faut toucher maintenant la constitution. Au niveau de la constitution, vous pouvez rectifier, mais les 217, c'est très grave. J'aimerais dire ceci, il y a un objectif que beaucoup d'Africains, des élites africaines se sont donnés, c'est de se dire que nous devons faire un jour l'unité africaine. C'est venu des Amériques avec le Du Bois, les autres, le combat poursuivi par les Bob Marley et consorts. En Tanzanie, vous avez l'hymne national commence par que Dieu bénisse l'Afrique, au lieu de Dieu bénisse la Tanzanie. On commence par l'Afrique d'abord. Nous avons tous ces partis politiques de l'époque. Ça peut toujours, en Afrique du Sud, c'est ANC, African National Congress africain. Donc on met notre africanité au devant dans l'espoir que demain, nous puissions construire un pays à l'échelle du continent. C'était l'objectif du groupe de Casablanca quand on a eu l'indépendance. Donc il y a une partie des élites, des dirigeants africains qui voulaient qu'on fasse l'unité immédiatement. C'est le groupe de Casablanca. Il y a d'autres qui ont dit non, non, avant même la création de l'Union africaine, de l'OUA. Donc il y avait deux groupes. Ceux qui se disaient qu'on fasse l'unité immédiatement, les nationalistes africains, les Kwame Nkrumah, les Lumumba, les consorts. Donc à moins qu'on traite Lumumba d'être devenu un traître quand même. Non. Alors il y avait ceux qui disaient non, qu'on renforce d'abord les unités nationales et puis qu'on construise l'Afrique par paliers. C'est le groupe qu'on appelle le groupe de Monrovia. Il y avait la Côte d'Ivoire, le Sénégal, voyez-vous. Alors, mais on s'est entendu à l'Union africaine qu'on fait d'abord l'unité par palier, au niveau régional. Ceux qui sont à l'ouest font CEDEAO, ceux qui sont à l'est font EAC, ceux qui sont au sud font SADC, et ainsi de suite. Ils renforcent l'unité à ces niveaux régionaux, et enfin, on pourra faire notre pays commun plus tard. Parce que l'Europe deviendra peut-être un jour un pays unique pour pouvoir peser face aux États-Unis d'Afrique, d'Amérique. Donc nous aussi, nous devons faire pareil. Et nous avons adhéré à l'EAC, personne n'en parle. L'EAC a comme objectif clairement écrit qu'on devienne un pays à terme. C'est ça notre objectif. Et si vous lisez les constitutions de tous ces pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Niger, Nigeria et tout, cette disposition s'y trouve. Mais ils n'ont pas des voisins qui ont ils n'ont pas des voisins qui ont une vision expansionniste comme nous, c'est que nous sommes. Ces voisins-là, nous serons dans le même pays qu'un jour il ou l'autre. suffit aujourd'hui qu'il y ait la détermination. Non, c'est le Congo qui décide, ce n'est pas un voisin qui décide. Non, mais c'est ce que j'ai dit, qu'il est temps pour nous parce que nous ne sommes pas encore prêts. Cette disposition n'a absolument rien à voir avec ce problème-là. Il suffit qu'on puisse vider les trop-pleins. Non. Cette disposition n'a absolument rien à voir. Cette disposition dit ceci, c'est le Congo qui peut décider. Ce n'est pas un voisin qui va venir décider à la place du Congo. Non, mais vous voyez ce que c'est fait aujourd'hui à l'Est. Dans leur constitution, il y a le Ghana, par exemple, les constitutions disent qu'il peut céder toute sa souveraineté, pas une partie, toute sa souveraineté. C'est écrit dans leur constitution. Ce sont des matières. Ça n'a rien à voir, en fait. On fait peur aux gens, les gens prennent peur pour rien. C'est une position qui est partout en Afrique. D'accord. Mais Monsieur Pascal, la question du changement, parce que je me rends compte que le temps est tellement parti, on ne sait même pas entamer notre deuxième sujet pour aller en détail, c'est compliqué. On va finir et on va programmer notre émission pour la deuxième thématique. On parle pas de... Oui, ça va être un peu difficile avec le temps qui nous reste. La question du changement de la Constitution, quand on prend l'article 220, qui a fait polémique à l'époque de Kabila, où on a dit qu'il avait vraiment la volonté de se maintenir au pouvoir, parce que là, les deux mandats... C'est bien que le chef de l'État ne peut pas se représenter à plus de deux fois. Est-ce que si on se met à penser comme ça aujourd'hui, ceux qui réfléchissent pour dire que le président veut se maintenir au pouvoir, n'auraient-ils pas raison de penser comme ça aussi? Mais ne donnons pas directement l'impression que c'est la Constitution qui nous empêche d'avoir un bon comportement. Ne donnons pas l'impression que c'est la Constitution qui nous pousse
à poser des actes immoraux lorsque nous avons des responsabilités d'État. Non. Nous-mêmes, hommes congolais, nous sommes problème pour nous-mêmes. Et lorsque nous avons une responsabilité, l'agir n'est pas conséquent. Nous devons nous regarder au-delà de tout. C'est vrai, la Constitution comme pacte, une référence pour nous dans les actes qu'il faut poser, et là c'est impair, il n'y a pas débat. Mais nous-mêmes, nous devons nous regarder aussi. La fois passée, j'ai engagé le débat sur le projet le contrat chinois, Congo et la Chine. C'est sur les 7 milliards, la Chine a disposé déjà 650 millions de dollars américains. Bien entendu, pour la construction des infrastructures, ainsi de suite. 650 millions, c'est l'argent que nous attendons souvent qu'on a détourné, on a volé, ainsi de suite. Est-ce qu'on aurait besoin de tendre la main à l'extérieur? Là, ce n'est pas la Constitution. Nous devons nous regarder. Il y a des problèmes sérieux dans la Constitution, c'est vrai, il n'y a pas de débat. Mais nous devons également aussi, par nos actes... Qu'est-ce qui est prépondérant, la Constitution ou l'homme? Mais les deux au même moment. La Constitution, n'est-ce pas, sera matérialisée, n'est-ce pas, par l'homme qui va l'interpréter, qui va poser ses actes conformément à la Constitution. Voyez-vous? Donc les deux doivent marcher de pair. Parce qu'on ne saura pas poser les actes sans se référer à la Constitution. Et cette Constitution ne sera pas matérialisée si l'homme n'est pas là. Donc l'homme doit être bon, un bon homme. Nous devons travailler sur cet être congolais appelé à gérer, n'est-ce pas, des responsabilités de l'État, comment il doit se comporter, mais là c'est tout un problème sérieux. Merci beaucoup. Et regardez parce que en une minute, Maître avait évoqué, on revise la Constitution en 2011. Pour l'élection du président, on supprime un tour, on reste avec un autre tour. L'objectif était lequel? Est-ce que c'était la Constitution qui était mauvaise? Deux tours était la meilleure opération pour avoir un bon président avec un bon pourcentage conséquent. Coûteux, comme on disait. Non, mais parce que l'homme est mauvais, voilà, il va supprimer l'autre tour pour rester avec un tour qui nous pose des problèmes aujourd'hui. Regardez le volume des contestations. Pourquoi? Parce que nous organisons l'élection des députés nationaux et provinciaux au même moment. En 2006, au moins que j'ai une mauvaise lecture, c'était séparé. Et ça soulageait un peu les choses. On n'a plus beaucoup de temps. Donc l'homme congolais est à la base de plusieurs mots qui font aujourd'hui que beaucoup de choses aussi ne marchent pas. Merci beaucoup. L'article 220, Maître Gédéon Koula, qui est artisan de ce changement de la Constitution. L'article 220 posera-t-il pas problème? Bon, mais je pense que j'aime beaucoup Pascal dans ses interventions. Mais ici, Pascal n'établit pas la différence entre un problème de santé mentale qui caractérise malheureusement les Congolais, et ça demeure à mettre absolu aujourd'hui. Même les gens que vous pouvez croire qui ont un esprit éveillé, malheureusement, donc pour leurs intérêts, ils vont aussi se verser dans ces pratiques-là. Et on agit sans la rationalité. Donc, lorsqu'on n'est pas affecté des complexes affranchis et des rationalités, on a un problème de santé mentale. C'est pour ça que, effectivement, tout ce que nous voyons, c'est le problème de santé mentale. On aura le temps d'évoquer ça. Maintenant, l'article 120, c'est pourquoi je vous dis que l'article 120, effectivement, on parle de cette disposition qui est verrouillée. 220. De 220. Mais on ne se pose pas la question qui a verrouillé cela. C'est pour ça que j'ai évoqué la méthode avec laquelle on procède pour que la Constitution soit acceptée. Nous ne sommes pas, nous, dans cette méthode de l'octroi où il y a une décision unilatérale d'un chef qui veut organiser son pouvoir, qui vous dit comme en Belgique, on n'a pas vu ça. Vous voyez, la Belgique avant de passer à la convention pour la passation du contrat, où on a vu la passation du contrat. Mais nous sommes dans un système que nous disons souvent, où le projet est soumis à la publicité, les référendums. Donc, l'article 120, il ne faut pas mystifier, il ne faut pas que ça soit un mysticisme. C'est comme s'il y avait des anges qui étaient descendus pour parler de cet article 120. Et tout doit se faire avec rationalité. Comme il dit,
est-ce que les actes que nous posons, c'est en parfaite conforme donc, avec notre conscience? Parce qu'il y a aussi le problème de conscience. Mais si nous le faisons pour dire, le peuple comprenne, donc arrive à comprendre lui-même que non, les 5 ans ne suffit pas. Il a fait la démonstration ici. Donc, évitons les histoires de dire que parce que cela venait de président, alors que cette question a été évoquée comme une question de débat, et même le président a dit, évitez de faire de moi un dictateur. Merci mais les beaucoup. gens voient toujours parce qu'on a dit ça. Pardon. Okay. Merci beaucoup. Monsieur Bellarbou, la question de l'article 220 Mais aujourd'hui. Bellarbou, il va nous amener en compte dans l'histoire, tellement il parle de ça bien. Mais... Évidemment, je me suis déjà présenté, j'ai déjà abordé la question là-dessus. Je crois que le pays est aujourd'hui dirigé par les gens qui, peut-être le premier au niveau politique, sans chercher à prendre des armes, ont eu à s'opposer à un régime qui s'imposait avec une dictature s'inscrivant dans une longue durée, le régime de Mobutu. Donc le pays dirigé aujourd'hui par ceux qui ont mené ce combat-là, c'est-à-dire l'UDPS. Son combat, c'était pour qu'on puisse avoir un régime démocratique avec des mandats courts, permettant régulièrement à des intervalles suffisamment courts au peuple de se prononcer de manière renouvelable une fois, afin qu'un seul président ne puisse plus faire 32 ans au pouvoir. C'était ça aussi le combat de l'UDPS. Donc l'UDPS est toujours au pouvoir. Je doute fort qu'il puisse nous ramener en arrière vers des pouvoirs de type monarchique qui s'inscrivent dans de très longues durées. Je doute fort. J'y ai milité moi-même étant encore adolescent. Je sais pourquoi je militais à l'époque, étant encore adolescent. Mais le chef a parlé, a demandé qu'on pense au changement de la Constitution. Oui, mais changement, ça ne veut pas dire ça. Parce que moi, j'ai vu les vidéos du chef. Quand il y avait la rumeur, une simple rumeur, qui disait que Joseph Kabila voulait changer la Constitution afin de pouvoir postuler encore. J'ai vu une vidéo du chef qui disait il veut organiser un changement de Constitution pour postuler encore. Il va marcher sur nos cadavres s'il ose faire ça. J'ai vu, le chef est encore dans l'opposition à ce moment-là. Je suis convaincu qu'il a gardé le même idéal parce que à l'UDPS, c'est un idéal de vie que vous intégrez. Même quand vous devenez journaliste plus tard, ça vous reste collé. Même quand vous devenez président de la République, vous gardez cet idéal-là au fond de votre cœur. Je suis convaincu que c'est toujours le cas du président de la République au jour d'aujourd'hui. Donc voilà. Même quand il parle de changement, pour vous, vous ne pensez pas que c'est pour se maintenir au pouvoir? Ça ne doit pas être ça. Sinon, vous imaginez quand même, l'UDPS, ce n'est pas un parti d'opportunistes créé à peine parce qu'on a Mobutu a démocratisé. Faisons aussi quelque chose, Tocha-Libaya, en quelque sorte. Non, l'UDPS, c'est un combat qui a duré depuis 80. Des personnes qui étaient députées. Regardez aujourd'hui, des gens sont prêts à s'entretuer pour devenir des députés. Mais en 80, il y avait des gens qui, eux, étaient des députés, mais ont pris le risque de commencer un combat dont ils savaient que la première des conséquences sera qu'ils seront démis de leur mandat de député. Et que la deuxième des conséquences sera qu'ils risquent la mort. Mais ils y sont quand même partis. Ils ont fait ça. Ils ont été emprisonnés, torturés. Ils ont eu des membres de leur famille violés, leurs biens confisqués. Tout cela, c'était pourquoi? C'est pour un certain idéal de vie, un certain idéal politique, une certaine façon d'être institutionnel dans ce pays. Donc, une fois qu'ils sont au pouvoir, s'ils veulent nous dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés pour tout ce combat, des gens qui ont perdu leur boulot, leur vie, beaucoup sont morts pour ça. Vous ne pensez tout pas ça, c'était pour rien. C'était juste pour qu'eux ils prennent le pouvoir et qu'ils fassent la même chose que Mobutu. Ce serait une trahison terrible de tous les militaires. Mais l'IDPS peut conserver le pouvoir le plus long possible sans que ça soit Félix. Très bien, bien sûr. Ouais, ça c'est légitime. Ça c'est légitime. L'UDPS n'a pas que Félix. Félix fait ses 2 mandats, il s'en va. Il y a Augustin Kabouya, il y a Souminois, j'apprends qu'il y a tellement de gens de l'UDPS aujourd'hui. Il y en avait hier. Plus qu'il y en avait hier. Tout ça, ça peut pas être jaloux. Oui, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. C'est comme ça que ça se présente. Merci beaucoup. Je pense que les téléspectateurs ont retenu un peu les raisons de ce que nous avons connaissons comme blocage et retard. Chacun va tirer sa propre leçon ou ses propres leçons. Mais le débat n'est pas fini.